Ils descendaient des étoiles tels des dieux. Les Éréliens avaient conquis planète après planète, par-delà le bras d'Orion, sans perdre une seule bataille. Leur technologie était en avance de plusieurs siècles sur toutes les espèces connues. Leurs vaisseaux de guerre, d'élégants monstres noirs, aussi grands que des villes, flottaient en orbite et toute résistance disparaîtrait. Aucune exigence, aucun pourparler de paix, aucune pitié. Si votre planète faisait preuve de force, il la détruisait. Si vous capituliez, il vous réduisait en esclavage. L'humanité avait assisté à tout cela dans les colonies extérieures. D'abord Cavos III, une planète minière, puis Urila, puis les lunes jumelles de Solérie. À chaque fois, les messages s'arrêtaient. À chaque fois, le même résultat. Plus rien. Le gouvernement de la Terre faisait ce qu'il avait toujours fait. Discuter. Les politiciens parlaient de diplomatie. Certains espéraient que les Xarélians ignoreraient les humains s'ils restaient silencieux. Mais lorsque la 7e colonie tomba, il était trop tard. Ils s'en prenaient à la Terre. Sauf que la Terre avait un secret, un vaisseau de guerre, un monstre caché au public, une relique d'un programme obscur appelé Projet Léviathan. Il n'était ni beau ni élégant comme les croiseurs zéréliens. C'était un géant brutal et anguleux, surconçu et surarmé, construit non pas pour intimider, mais pour tuer. Son nom était Vindicator. Son capitaine était le commandant Elias Rourke, un homme plus connu pour sa désobéissance que pour son héroïsme. Disgracié, oublié, jusqu'à présent. Assis seul dans son fauteuil de commandement, il regardait les étoiles s'étirer comme des fils dans le vide, tandis que le Vindicator glissait silencieusement près de l'orbite de Pluton. Autour de lui, son équipage évoluait comme des fantômes. Vétérans, parias, marginaux, pas de presse, pas de médaille, une seule mission, arrêter l'invincible. Mission, arrêter l'invincible. Monsieur, dit le lieutenant Sarenval d'une voix froide, sèche, professionnelle. Le vaisseau amiral Zerlian était en vue, à 25 millions de kilomètres, en approche. Rourke ne répondit pas tout de suite. Il fixait l'écran, la chose qui avait englouti des mondes, le Jalturak. Un simple de leurs vaisseaux, mais plus grand que tout ce dont l'esprit humain avait osé rêver. Il scintillait dans l'obscurité comme de l'obsidienne, sa surface pulsant de lumière comme s'il était vivant. « Sortez-nous de la furtivité », dit finalement Rourke. L'équipage leva les yeux. « Monsieur, nous serons exposés. Ils doivent savoir, dit-il, que celui-ci ne se renverse pas. Dehors, le Vindicator se mit en marche. Sa coque illuminée de traînées rouges, tandis que ses batteries d'armes se mettaient en marche. Une poussée d'énergie traversa son cœur, réveillant d'anciens systèmes dont certains n'avaient jamais été testés hors simulation. À l'intérieur du vaisseau jarélien, des alarmes se déclenchèrent. Un vaisseau se dévoilait à proximité, petit selon leurs standards, de conception primitive, mais se dirigeant droit sur eux. Le commandant Jarek du Jalturak ne broncha pas. Il n'en avait pas besoin. Il n'y en avait jamais eu besoin. Aucune espèce n'avait jamais lancé d'attaque directe. Ciblez-le, ordonna-t-il nonchalamment. Éliminez-le. Une sphère de plasma de la taille d'une maison jaillit du canon principal du Jalturak. Elle voyagea à une fraction de la vitesse de la lumière et, lorsqu'elle toucha le sol, elle aurait dû pulvériser n'importe quel vaisseau humain. Mais le Vindicator ne se brisa pas. Ses boucliers s'embrasèrent et tinrent. Le pont trembla, les lumières vacillèrent, mais la coque resta intacte. « Ils nous scrutent, dit Saren. Ils sont confus. Rourke sourit. Bien. Il se tourna vers l'officier d'armement. Feu. Le Vindicator déchaîna tout. Des missiles à ogives intelligentes filaient en spirale dans toutes les directions. Des canons électriques tiraient des projectiles à une vitesse telle qu'ils brillaient comme des comètes. Un faisceau d'énergie ionique concentrée traversa l'espace, transperçant le dispositif avant du Jalturak. Pour la première fois de leur campagne de destruction, les Érélians virent quelque chose saigner. Sur le Jalturak, le chaos éclata. Les boucliers cédant, un technicien hurla dans leur langue maternelle. « Ils utilisent le ciblage adaptatif, comment ?» Jarek resta incrédule. Rourke resta incrédule. Impossible. Ce sont des humains. Oui, monsieur, répondit le technicien en tremblant. Et ils viennent de désactiver notre grille de ciblage. De retour sur le Vindicator, Rourke se pencha en avant, les yeux rivés sur l'écran.
C'était ta première erreur, murmura-t-il, pensant qu'on s'en sortirait facilement. Il se leva, la voix s'élevant. Préparez-vous. On ne s'arrêtera pas tant qu'ils ne comprendront pas ce qu'est vraiment l'humanité. Ils ne sont plus la proie. Ils n'ont plus peur. Maintenant, ils étaient la tempête. Le silence n'existait pas dans l'espace, mais à l'intérieur du Vindicator, on avait l'impression que tout l'équipage retenait son souffle, tandis que le Jalturak titubait sous l'attaque surprise. Des tirs directs ont visé leurs dispositifs avant, leurs baies de communication et leurs nœuds de boucliers externes, rapporta le lieutenant Sarenval d'une voix aigre mais teintée de crainte. Ils sont blessés, monsieur. Une puissance dévorante. Le commandant Rourke ne scia pas. Ne lâchez rien. Ils sont encore en vie. Le Vindicator pivota brusquement. La gravité artificielle gémissant tandis que les amortisseurs d'inertie peinaient à s'ajuster. Une nouvelle salve de projectiles de canon électrique siffla dans l'espace, laissant derrière elle des traînées de lumière blanc-bleu. Les missiles se séparèrent, esquivant les explosions de plasma du vaisseau extraterrestre et se dirigeant vers les sous-systèmes vulnérables. Sur la passerelle Zériane, le commandant Jarek agrippait le bord de sa plateforme de commandement, ses mains griffues tremblant, non pas de peur mais de rage. Jamais une espèce n'avait porté un coup significatif à un vaisseau zérélien. Jamais. Comment est-ce possible ? Grogna-t-il. Nous étudions leur technologie depuis des années, leurs décennies sont derrière nous. Des modifications inconnues, siffla son lieutenant. Ce vaisseau n'est pas de conception humaine standard. Ils l'ont caché de toutes les archives connues. La voix de Jarek se réduisit à un grognement. Alors détruisez-le. Je veux que son épave soit étudiée et que chaque nom à bord soit mémorisé. Le ventre du Jalturak s'ouvrit comme une bête, décrochant sa mâchoire, révélant un canon rotatif de la taille d'un pâté de maison. De l'intérieur, l'énergie commença à s'accumuler. Écarlate, pulsante, instable. De retour sur le Vindicator, les capteurs lancèrent des avertissements. Surtension énergétique, cria l'ingénieur en chef Ramirez depuis le pont inférieur, connecté par communication. Plus forte que tout ce que nous avons vu. Si ça nous touche, c'est fini. Rourke resta immobile. Quelle est notre marge de manœuvre ? 17 secondes peut être moins. Ensuite, on tire en premier. Se tourna-t-il vers Saren. Tirez avec la lance de singularité. La pièce se figea. Monsieur, ce système, je sais qu'il n'a pas été testé. Je sais qu'on n'a qu'un seul coup à tirer, tirez. Saren hésita, puis frappa le panneau d'activation de sa paume. Au cœur du Vindicator, des bobines bourdonnaient d'une énergie ancestrale. Développée grâce à des projets à budget secret dont personne n'osait parler, la lance de singularité n'était ni un rayon ni un missile. C'était un micro-trou noir artificiel, stabilisé pour le lancement et pointé avec une précision quantique. Un gémissement aigu résonna dans la coque tandis que le vaisseau tremblait. Puis l'arme fit feu. Une ondulation déforma l'espace entre les deux vaisseaux, telle une tache sur la réalité elle-même. La sphère noire fonça en avant, silencieuse, élégante, inarrêtable. Le canon Jalturax venait à peine de lancer son propre rayon lorsque la sphère transperça son blindage avant. L'espace d'un instant terrifiant, le rayon se pencha vers la singularité, puis s'effondra vers l'intérieur. L'explosion ne fut pas éclatante. C'était silencieux, comme si l'univers retenait son souffle. L'avant du Jalturak se replia sur lui-même, s'effondrant tandis que le trou noir miniature dévorait métal, énergie et vie avec la soif silencieuse d'un dieu. Puis il s'effondra, disparut aussi vite qu'il était venu, ne laissant derrière lui que débris et silence. Sur le Vindicator, les alarmes se coupèrent. Le grondement s'estompa. La passerelle resta immobile un instant. 2, 3, puis l'équipage éclata en acclamations. Ramirez cria triomphalement par-dessus les communications. Saren se pencha en avant, clignant des yeux d'incrédulité. Même l'IA de navigation, froide et impassible, émit un ping de confirmation. « Bon sang », murmura l'officier d'armement Jenkins. « On vient de faire ça ?» Rourke ne sourit pas. Son visage était toujours impassible. Un de moins. Il savait qu'il valait mieux ne pas se réjouir. Les Zéréliens n'étaient jamais seuls. « Monsieur », dit Saran d'une voix grave, « on a du mouvement. 6 autres vaisseaux en approche. Plus petits que des Jalturak, mais rapides. On dirait des croiseurs d'attaque. Combien de temps avant qu'ils arrivent ? 4 minutes, peu, être moins. Zut !» Rourke se leva.
État du Vindicator? Zut! Rourke se leva. État du Vindicator? La voix de Ramir résonna, tendue. Ce tir a grillé la moitié des systèmes près du réseau de lance. Nos boucliers sont à 80%, la propulsion à 75%. On peut encore bouger, mais pas comme avant. Compris. Rourke tapota son terminal de commande, les yeux plissés, préparer la phase 2. Phase 2, la partie que personne n'a jamais voulu utiliser. Dans les profondeurs du Vindicator, les écoutilles s'ouvrirent en sifflant. 4 vaisseaux plus petits, des chasseurs furtifs dotés d'une technologie extraterrestre rétroconçue, furent lancés depuis la baie. Pilotés par les pilotes les plus téméraires de la flotte, ces vaisseaux n'étaient pas destinés à gagner. Elles étaient censées distraire, saigner, gagner du temps. Des flèches noires furent déployées, confirma Saren. Elles savent ce qu'elles font. Rourke les regarda disparaître dans l'obscurité. 4 flèches contre un ouragan. Elles le faisaient toujours. Les flèches noires foncèrent vers les croiseurs zéréléens qui arrivaient, se faufilant entre les débris et brouillant les signaux. Un pilote, Jax Dadey Marlowe, intervint brièvement. « Capitaine, dit-il d'une voix calme, même à présent. Si je n'y arrive pas, tu y arriveras, rétorqua Rourke. Jax rit. Bien sûr que j'y arriverai. Mais si je n'y arrive pas, les faire saigner, hein? Puis silence. Le Vindicator pivota lentement, se déposant entre les lunes extérieures de la Terre et l'ennemi qui approchait. Sur toutes les chaînes humaines du système, civiles comme militaires, les images du vaisseau de guerre humain solitaire, debout sur place, se sont propagées comme une traînée de poudre. Les familles sur Terre ont regardé, les soldats des colonies entières ont observé, et pour la première fois depuis des décennies, ils y ont cru. À bord du croiseur zérélien de tête, le nouveau commandant, le capitaine Kittis, examinait l'épave du Jal Tourak. « Ce n'est pas la guerre, dit-il lentement. C'est une insulte. Une espèce inférieure ose nous blesser. » Un assistant siffla une question. « Devons-nous contacter le haut commandement ?» Kittis secoua la tête. « Numéro, ils se moqueront de nous parce que nous avons besoin d'aide. Arrêtons-nous-en maintenant. » Début du bombardement de la flotte en mode Theta. Les croiseurs d'attaque ouvrirent le feu. 2 lances lumineuses se dirigèrent vers le Vindicator. Des obus à plasma et des missiles ioniques inondaient l'espace. L'une des flèches noires traversa le barrage, ripostant avant qu'un rayon ne transperce son cockpit. Le vaisseau pivota et explosa silencieusement. La voix de Jax ne revint jamais. À l'intérieur du Vindicator, les rapports de dégâts affluaient à flot. Des sections de la coque extérieure se rompirent. Les systèmes automatisés d'Autom s'efforçaient de maintenir les systèmes de survie en marche. « On tient bon », dit Saren, la voix brisée. « Pour l'instant, on n'a pas besoin d'éternité, » répondit Rourke. « Juste assez longtemps. »« Assez longtemps pourquoi ?» intervint la voix de l'IA. Un pic d'énergie a été détecté près des anneaux de Saturne. Un vaisseau humain arrive par repli quantique. La signature correspond au registre de la flotte terrestre. Saren, cuirassé de l'UES, se retourna, les yeux écarquillés. « On a du renfort ?» L'écran s'illumina. Sur la courbe sombre de Saturne, un autre vaisseau de guerre apparut. Le cuirassé, plus vieux que le Vindicator mais toujours massif, émergea, arme brûlante. Une seconde voix retentit dans les communications. « Commandant Rourke, amiral Shen, cuirassé, vous avez commencé la fête sans nous ?»« Il le fallait, » dit Rourke sèchement. « Content que vous soyez là. » La voix de Shen devint sérieuse. « On a amené la cavalerie. » Quelques instants plus tard, 5 autres vaisseaux humains apparurent. Des frégates, des destroyers modernisés, et même une vieille plateforme orbitale à canon, tirée au combat par des remorqueurs. Ni élégants, ni clinquants, mais humains. Tous se tournèrent vers les croiseurs Zerlian. Pour la première fois, les effectifs n'étaient pas à sens unique. L'ennemi hésitait. Il n'était pas habitué à l'hésitation. Rourke se tenait droit, la joue ensanglantée par un panneau de plafond qui s'était détaché. Diffusez ceci sur tous les canaux ouverts. Il fit un signe de tête à Saren. Elle ouvrit les communications. Ici le commandant Elias Rourke de l'UES Vindicator. Vous êtes venu prendre la terre. Vous pensiez que nous fuirions comme les autres. Sa voix devint aiguë.
mordante. Mais nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas des proies. Nous n'avons pas peur. Et nous ne sommes plus seuls. Sur 1000 écrans, à travers 1000 vaisseaux, sur chaque lune et avant-poste encore debout, les humains observaient un homme se dresser contre les monstres qui déchiraient les étoiles. « Vous vouliez la Terre ?» dit Rourke. « Alors venez la prendre. » Le premier croiseur zérélien n'a pas eu la vie facile. Malgré les tirs synchronisés du Vindicator et de l'Ironclade, malgré le plasma ruisselant à travers l'espace et les balles de son canon électrique rongeant sa coque, le vaisseau ennemi se battait comme un animal acculé. Ses boucliers flamboyaient d'un vert maladif, absorbant explosion après explosion, tandis que ses tirs de riposte brûlaient le vide. Il a heurté l'une des frégates humaines, détruisant ses moteurs dans une explosion aveuglante. « Frégate Doyle à terre !» dit Sarin d'une voix tendue, regardant l'explosion se dérouler sur l'écran tactique. Aucun signe de vie. Elle a disparu. Le commandant Rourke ne broncha pas. Mais quelque chose dans son regard s'assombrit. Notez les noms. Jusqu'au dernier, les lumières de la passerelle vacillèrent. Plus de dégâts. Quelque part sous le pont de commandement, un système d'extinction automatique siffla. Un grondement sourd résonna au sol tandis que le cuirassé lançait un barrage de lances cinétiques. « Ils rompent la formation !» cria Jenkins depuis ses armes. « Nous avons détruit leur croiseur de tête !» Ces signaux de commandement sont dispersés. « Bien, » grogna Rourke. « Enfoncez-vous. » Pas de survivants. Ils ne se battaient pas pour un idéal de grande fédération, ni pour des médailles, ni même pour une revanche. Ils se battaient parce que la Terre devait se rappeler ce que signifiait tenir bon, saigner et riposter. Le capitaine Kittis de la flotte jureléenne observait ces écrans en plissant les yeux. Durant tous les siècles de domination, une seule espèce avait résisté avec autant de violence. Les Krogans, il y a bien longtemps. Mais même eux se rendirent après une semaine de frappes orbitales. Les humains étaient différents. Ils ne suppliaient pas. Ils ne fuyaient pas. Ils se battaient comme des animaux sans ressources. Et pire encore, ils apprenaient. « Monsieur », dit son officier tactique, les antennes frémissant nerveusement. Ils ont changé de tactique, coordonné leur formation. Ils brouillent désormais nos fréquences tactiques. Kittis frappa la console d'une main griffue. « Imitez-les. Adaptez-vous. Retournez leur propre chaos contre eux. » Les Éréliens n'étaient pas habitués à s'adapter. Leur vaisseau était conçu pour la domination, pas pour la défense. Leur commandement reposait sur l'intimidation, pas sur l'innovation, mais les humains ne respectaient pas ces règles. Plus maintenant. Dans le compartiment moteur du Vindicator, l'ingénieur en chef Ramirez rampait à travers un amas de fils électriques et de liquides de refroidissement. Il n'avait pas le temps d'appeler une équipe. Il n'en avait pas besoin. Il lui fallait juste 30 secondes de plus. Le tir de singularité de tout à l'heure avait grillé la moitié de leur système de secours, et s'ils ne contournaient pas le condensateur de fusion maintenant, ils perdraient leur propulsion. « Allez, espèce de garce de métal » marmonna-t-il, ses doigts s'agitant rapidement. Derrière lui, un voyant rouge clignotait, la pression du liquide de refroidissement dépassant les limites de sécurité. « Je le vois, siffla-t-il. Encore un joint, encore un fusible. Puis un sifflement sec lorsque la connexion finale fut verrouillée. La pièce gémit, puis se stabilisa. « Pont, ici Ramirez », dit-il en serrant les dents. « Les moteurs sont verts, à peine. Ne demandez pas de miracle. » La voix de Rourke revint instantanément. « Je n'en rêverai même pas. Maintenez-la, chef. Je le fais toujours. » Ailleurs sur le Vindicator, dans l'infirmerie, le docteur Elena Kaur recousait la jambe d'un homme sans anesthésie. La blessure était profonde, des éclats d'obus incrustés dans le muscle, et le patient mordit une lanière de cuir pour arrêter de crier. « Vous avez de la chance », dit-elle doucement, les yeux fixés sur son ouvrage. 1 centimètre de plus et votre artère fémorale aurait arrosé la pièce de rouge. Il grogna de douleur. « J'ai dit chanceux. Pas indolore », ajouta-t-elle. Tout autour d'elle, infirmières et assistants, s'agitaient comme des fantômes, des dizaines de blessés. Pas le temps de se reposer. Que du sang, de la gaze, de la douleur, et encore de la douleur. Du sang, de la gaze, de la douleur, et encore de la douleur, car la guerre ne s'arrêtait pas pour se rétablir, et eux non plus. Dans l'espace, le vent commençait à tourner. Le Vindicator se déplaçait tel un monstre, boiteux mais inflexible.
À ses côtés, le cuirassé et les destroyers survivants s'en prenaient aux croiseurs zerlians restants. Un navire ennemi explosa sous un feu nourri, l'explosion illuminant la coque brisée du croiseur naufragé comme un soleil mourant. 3 de moins, dit Saren. À peine y croyant, 3. Mais le visage de Jenkins était devenu blême. Barrage de missiles en approche. Les renforts zerlians viennent d'arriver. D'où diable viennent-ils? Aboya Rourke. Ils devaient être dissimulés derrière l'ombre d'Europe. Classe furtive, 2 corvettes lourdes et un autre vaisseau de classe capitale. État de la flotte? Les cuirassés ont été lourdement touchés. La frégate Ravenscar vient de perdre ses communications. Le destroyer Caspian est à 30%. Rourke fixait le nouveau vaisseau de guerre à l'écran. Élégant, noir, aussi effilé qu'une dague dans l'obscurité. Pas un autre Jaltourak, mais pire. C'était la classe Zerelian Wraith. Leur réponse à toute résistance, construite non seulement pour la guerre, mais aussi pour l'éradication massive. Visez le Wraith, ordonna Rourke. On en a fini maintenant? Jenkins secoua la tête. Monsieur, on n'a plus la puissance de feu. Saren s'approcha. Mais on a peu. Être autre chose. Rourke haussa un sourcil. À quoi penses-tu? Elle jeta un coup d'œil à l'IA de navigation. À quoi penses-tu? Elle jeta un coup d'œil à l'IA de navigation. Le Vindicator a toujours la capacité de sauter, non? Saut quantique d'urgence, oui, dit-il lentement. À courte portée seulement, risqué. Peut griller le noyau si on n'est pas bien aligné. Mais si on sautait à l'intérieur du rayon du bouclier du Wraith, le silence retomba. C'est dingue, marmonna Jenkins. On serait déchiqueté. Pas si on le fait bien, répondit Saren. On saute tout près, assez près pour que leur système de suivi ne puisse pas réagir. On décharge tout ce qu'on a à bout portant. Les défenses du Wraith sont conçues pour une longue portée. Rourke y réfléchit. C'était suicidaire, mais c'était aussi leur seule chance. Et l'humanité avait toujours laissé sa marque par la folie. Le vaisseau de classe Wraith se dressait devant lui, indifférent au chaos. Il avançait comme s'il avait déjà gagné, comme toujours. Kittis observait de l'intérieur, rédigeant déjà le rapport au haut commandement. Il considérait l'échec initial du Xalturak comme une anomalie tactique, la résistance des humains, attendue mais finalement vaine. Puis quelque chose se produisit sur leur capteur. Un vaisseau humain bondissait, mais ne s'éloignait pas. Vers nous, Kittis se leva. Que sont-ils? Et puis le Vindicator s'enfonça dans l'espace réel, à l'intérieur de l'enveloppe protectrice du Wraith. C'était assez près pour que Rourke puisse voir la coque extraterrestre à travers les hublots de la passerelle. Le vaisseau Zerlian était massif, lisse comme du verre d'obsidienne. Mais maintenant, il paraissait vulnérable. Lisse comme du verre d'obsidienne. Mais maintenant, il paraissait vulnérable. Maintenant, rugit-il. Jenkins n'hésita pas. Tout ce qui restait fit feu simultanément. Des torpilles à fragmentation transpercèrent la coque du spectre, s'ouvrant comme des pétales de fleurs enflammées. Des projectiles de rail s'enfoncèrent dans son cœur. Le dernier barrage de rayons ioniques surchargea ses réacteurs. De la baie médicale à l'ingénierie, de la passerelle au dernier hangar, le Vindicator gémit et hurla sous le recul. Le Wraith n'explosa pas immédiatement. Il se fissura, des lignes de lumière traversant sa surface, le fendant comme un œuf. Puis, il explosa dans un silence total, consumé par le feu et le vide. Le Vindicator fut projeté en arrière, ses boucliers se dérobant, sa puissance vacillante. Mais il résista. Contre toute attente, contre toute loi de la guerre et de la probabilité, il résista. 20 minutes plus tard, le champ de bataille était immobile. Les vaisseaux ennemis avaient disparu. Les Xarélians, vaincus pour la première fois de leur histoire. Le prix à payer avait été insupportable. Seuls 2 vaisseaux humains restaient opérationnels. Des centaines de morts, des milliers de blessés, mais la Terre était sauve. Rourke était assis dans son fauteuil de commandement, le sang séchant sur sa tempe, les yeux fixés sur les étoiles. Saren s'approchait silencieusement. Il bat en retraite, plus de bips, plus aucun signe de localisation. Il hocha lentement la tête. Bien. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. On sera dans les livres d'histoire, tu sais, toi, surtout. Il renifla. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. On n'a pas fait ça pour les histoires. Non,
dit-elle. On l'a fait parce que personne d'autre ne le ferait. Au loin, les anneaux brisés de Saturne scintillaient. L'humanité avait envoyé un vaisseau, vestige d'une guerre oubliée, et il avait résisté. Les étoiles se fichaient de la victoire. Elles brillaient autant sur les débris que sur le triomphe. 2 jours après la bataille près de Saturne, le Vindicator flottait en silence, rapiécé, et regagnait péniblement l'orbite terrestre. Sa coque était noire et brûlée par de longues traînées, et des parties de sa structure extérieure avaient complètement disparu. Seule la moitié des lumières du pont fonctionnait. Une faible lueur orange d'urgence projetait de longues ombres sur les murs. Le commandant Rourke, seul, regardait la Terre s'agrandir sur l'écran central. Sous lui, une mer de bleu et de vert s'élevait. Son foyer, son espèce inconsciente pour la plupart, de son extinction imminente. Sarenval entra discrètement derrière lui. Elle ralentissait maintenant. Ses côtes se remettaient encore de l'impact qu'il avait projeté contre une cloison. Mais elle n'avait pas arrêté de travailler depuis le combat. « Tu devrais te reposer », dit-elle doucement. L'infirmerie avait vidé la moitié de ses lits pour les nouveaux arrivants. « Tu es en retard. » Rourke ne la regarda pas. « Je ne me repose pas ?»« Pas encore. » Saren s'approcha de lui, les bras croisés. « Alors, mange au moins. Tu n'as rien mangé depuis la chute des flèches noires. » Il se retourna, le visage indéchiffrable. « Ils nous ont fait gagner du temps. Nous leur rendrons hommage comme il se doit, après le compte-rendu. » Il y eut un long silence. Finalement, Saren demanda « Tu crois que c'est fini ?»« La fin ?»« Non, » répondit Rourke. « Ce n'est que le début. »« Non, » répondit Rourke. « Ce n'est que le début. » À la surface de la Terre, la panique se mêlait à la célébration. Les fils d'actualité diffusaient le même titre « Un vaisseau de guerre humain détruit la flotte zéréléenne ». Dans les villes terriennes unifiées, les gens pleuraient et applaudissaient. Des hologrammes retransmettaient l'attaque finale du Vindicator avec des détails glorieux et filtrés, propres, sans effusion de sang, sans terreur ni perte. Les gouvernements diffusaient des déclarations d'unité. Les stands de recrutement débordaient. Les enfants agitaient des drapeaux. Les vieillards levaient leurs verres. Mais sous cette joie, la peur rampait. Car si les Zéréliens pouvaient être blessés, ils pouvaient aussi se mettre en colère. Au sein du Conseil de sécurité mondiale, surplombant la mégapole de New Geneva, 12 hommes et femmes en costumes impeccables se dévisageaient par-dessus des bureaux en acier poli. « Le commandant Rourke est parti en mission », dit le conseiller Danzel d'une voix glaciale. Ses ordres étaient de défendre le périmètre de sol et non d'engager le combat direct. « Il a sauvé la Terre », répondit le conseiller Tandy Mbata, le regard perçant. « Et pour une fois, nous avons prouvé que nous ne sommes pas le bouc émissaire de la galaxie. Temporairement, » dit Danzel. « Nous avons réveillé une bête, et nous ignorons combien ils peuvent en envoyer d'autres. » Le général Michayoun se pencha en avant. Le Vindicator était notre dernier vaisseau de guerre de segment profond. S'ils envoient une armada complète, nous ne pourrons pas rivaliser. Le conseiller Argian tapota le bureau. À moins que nous ne terminions le projet Aegis. La salle se figea. Mbata fronça les sourcils. Youm se figea. Mbata fronça les sourcils. Le projet Aegis était abandonné, instable, expérimental. Mais conçu spécifiquement pour contrer les tactiques iréliennes, Arjun interrompit. On l'a vu. Leur arrogance et leurs défauts. Aegis a été construit pour exploiter cela. Youn leva les yeux au plafond, puis murmura « Que Dieu nous vienne en aide ». De retour sur le Vindicator, on préparait les morts pour leur libération. C'était une cérémonie silencieuse. Les survivants s'alignèrent dans le hangar inférieur, vêtus de leurs plus beaux uniformes. Les corps, enveloppés dans des cercueils en fibres de carbone polies, furent glissés un par un dans les rampes de lancement. Chaque cercueil portait un nom. Jack, Deadeye Marlowe, le lieutenant Tessa Hound, le navigateur Elric Shaw. Plus de 50 noms. Trop pour un seul pont. Rourke s'exprimait depuis une tribune simple. C'étaient des soldats, certes, mais plus que cela. Ils étaient l'étincelle. Ils prouvaient que sous la pression, on ne se brise pas. On brûle. Il marqua une pause. Et l'univers a maintenant vu à quoi cela ressemble lorsque l'humanité se consume à son tour. D'une simple pression sur un bouton, les cercueils furent lancés, lentement,
dignement, dans l'obscurité. Un à un, ils disparurent dans le vide, dérivant vers les étoiles sous lesquelles ils moururent. Aucun mot ne fut prononcé après cela. Juste un silence. Dans l'espace profond, bien au-delà des limites du système solaire, le haut commandement jurélien se réunit dans la chambre du trône émissaire. La pièce n'était pas en métal, mais en béton. Des veines vibrantes de pourpre et d'argent couraient le long de ses murs. Les Éréliens ne construisaient pas en acier. Ils cultivaient leur technologie. Tout dans leur vaisseau de guerre était vivant. Au centre de la salle du trône siégeait le grand seigneur de guerre Khazit, un être plus grand que n'importe quel humain, drapé dans une peau d'exoplanète qui luisait comme de l'obsidienne humide. Devant lui, Kitty s'était agenouillé, encore meurtri, les yeux baissés. « Vous avez échoué !» siffla Khazit. « Vous avez laissé mourir les nôtres. Notre croiseur, notre classe race, détruits par des primitifs. » Kitty tressaillit. « Ils ont évolué, monseigneur. Des capacités cachées. Ils possèdent des armes qui imitent la compression de singularité. C'était... » « Vous étiez prévenu, » interrompit Khazit. « Ils ne sont pas comme les autres. » Plus maintenant, les conseillers de l'émissaire parlaient en chuchotant, leur langue claquant et s'enroulant comme des insectes. Ils ont réveillé ceux qui n'auraient pas dû s'éveiller. Ils ont brisé l'héritage d'Exalturac. On ne peut les laisser s'élever. Les yeux de Kha'Zix se plissèrent. Alors, nous frapperons, et cette fois sans arrogance. Une semaine plus tard, Rourke se tenait dans la salle d'assemblée de la Fédération sur Terre, vêtu d'un uniforme neuf qui ne lui allait toujours pas. Il s'était rasé, brossé les cheveux, nettoyé le sang de ses ongles. Mais intérieurement, rien n'avait changé. Il se tenait devant des centaines de délégués, diffusés à travers des milliers de systèmes. Holo se montra partout. Il détestait ça. Le conseiller Mbata le présenta. Cet homme s'opposa à la tempête, non pas avec une flotte, ni avec la permission, mais avec détermination. Et grâce à cela, l'humanité est libre. Pour l'instant, les applaudissements furent tonitruants. Mais Rourke ne sourit pas. Il monta sur l'estrade et déclara « Nous n'avons pas gagné ». Un silence s'installa. « Nous avons survécu, de justesse. Les Éréliens ont perdu quelques navires, certes, mais ils reviendront. Et la prochaine fois, ils en apporteront d'autres. » Des murmures remplirent la salle. Rourke leva la main. Ce n'était pas une victoire. C'était un coup de semonce, auquel il ne s'attendait pas. Mais nous n'aurons plus cette surprise. Si nous ne nous préparons pas, si nous ne nous unissons pas, non seulement la Terre, mais tous les humains, toutes les colonies, alors la prochaine fois, nous tomberons. Il laissa le silence s'éterniser. Et cette fois, il n'y aura plus rien d'où revenir. Cette nuit-là, dans un hangar privé sous New Geneva, Rourke fut emmené dans une chambre secrète. Une pièce sombre, froide. À l'intérieur, sur une plateforme surélevée, reposait un vaisseau. Pas comme le Vindicator. Plus petit, plus élégant que la mort. Ceci, dit l'amiral Chen, qui avait personnellement volé, est l'Aegis I, le premier du genre. Rourke fit lentement le tour du vaisseau. Aucune arme visible. Elles sont intégrées. Pas de module d'équipage. Il n'en faut pas beaucoup. Rourke le regarda. « Tu veux que je le pilote ? Nous voulons que tu diriges l'escadrille. » Sarenval sortit de derrière le vaisseau. « Déjà inscrite, » dit-elle avec un léger sourire. Rourke cligna des yeux. « Toi, quelqu'un doit te maintenir en vie. » Il secoua lentement la tête. « Alors, c'est fini. » Chen acquiesça. « La guerre n'est pas finie. Elle est juste en train de changer. » Et tandis que Rourke levait les yeux vers le vaisseau, noir comme le vide, tranchant comme une lame, il comprit. Les Éréliens avaient perçu l'humanité comme fragile et fragile. Mais maintenant, ils allaient voir à quoi ressemblaient les humains lorsqu'ils combattaient non pas pour la victoire, mais pour leur survie. Et la survie faisait d'eux des monstres. Les étoiles au-dessus de Mars étaient plus silencieuses que celles autour de la Terre. Peu était-ce dû à la distance. Peu était-ce psychologique. Mais pour le commandant Elias Rourke, le silence était pesant, lourd comme une tempête se préparant juste au-delà de l'horizon. Il se tenait sur le pont extérieur de la station Aegis, en orbite autour de la planète rouge, tel un prédateur prêt à bondir. Sous lui, Mars brillait comme une braise, parsemée de colonies abandonnées,
de réseaux miniers à moitié terminés et de laboratoires souterrains trop dangereux pour être implantés sur Terre. Cet endroit n'apparaissait pas dans les archives officielles. Plus maintenant. L'escadron Aegis est prêt, dit Sarenval en s'approchant de lui. Son uniforme ne portait plus d'insigne, juste le noir et l'argent du projet Aegis. Non officiel, non autorisé, de la pure guerre de l'ombre. 5 vaisseaux au total ? Demanda Rourke. 6, corrigea-t-elle. L'un des prototypes a passé la stabilisation du noyau hier. Indicatif d'appel, Phantom 6. Il hocha la tête. Toujours aucune nouvelle du commandement ? Non. Mais ils savent. Ils savent toujours. C'était le problème avec Shadow Wars. Officiellement, il n'existait pas. Donc si Aegis explosait dans l'espace lointain, ou si ses pilotes étaient capturés, il n'y aurait pas de sauvetage, pas de funérailles, aucun nom sur les murs. Juste le silence. Dans la baie obscure du hangar 13, les chasseurs Aegis brillaient tels des poignards d'obsidienne, plus petits que les anciens vaisseaux du Vindicator, mais 10 fois plus perfectionnés. Chacun d'eux possédait un noyau quantique repliable, un cockpit à liaison neuronale et un blindage adaptatif qui se déformait comme une peau en réaction aux dégâts. Ils n'étaient pas conçus pour survivre à de longs engagements, mais pour mettre fin au combat avant même qu'il n'ait commencé. Alors que Rourke entrait dans son vaisseau, le Phantom 1, le cockpit se referma en sifflant. Les lumières clignotèrent en séquence parfaite. L'IA du vaisseau se connecta, une voix féminine douce et dénuée d'émotion. La synchronisation neuronale s'initialisa. « À vos marques, commandant Rourke !» Le lien le frappa dans la colonne vertébrale comme un courant électrique. Sa vision se doubla, puis se focalisa. Soudain, il sentit le vaisseau, son équilibre, ses capteurs, même ses infimes vibrations. Il ne pilotait pas un vaisseau. Il le devenait. « Escadron, contrôlé », dit-il à voix haute, même s'il n'en avait pas besoin. Le réseau neuronal leur permettait désormais de sentir la présence des autres. « Fantôme 2 vert », répondit Saran. « 3, prêt, 4, verrouillé. 5 et 6 en ligne. »« Bien reçu », dit Rourke en lançant le lancement. Le hangar s'ouvrit sur un immense tunnel creusé dans la roche martienne. Alors que Rourke alluma les propulseurs, le fantôme fonça en avant, la lumière se courbant autour de sa coque, puis s'enfonça dans le vide obscur. Un par un, les autres suivirent. L'escadron Aegis avait décollé. La mission était simple. Sur le papier, intercepter et enquêter sur un vaisseau de reconnaissance zérélien repéré juste à l'extérieur de l'orbite de Jupiter, mais rien dans cette guerre n'avait jamais été simple. À mesure qu'ils approchaient des coordonnées, la tension dans le réseau neuronal augmentait. Vaisseau ennemi détecté ? L'IA rapportait, classe inconnue, ne correspondant à aucune signature de coque zérélienne enregistrée. Classe inconnue, ne correspondant à aucune signature de coque zérélienne enregistrée. Visuel, ordonna Rourke. L'écran montrait une longue masse sombre, flottant silencieusement, sans lumière, sans chaleur, sans armes visibles. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Saren. Rourke fronça les sourcils. Scanner. Le scan revint. Faux. Ce n'était pas seulement de la technologie zérélienne. Il y avait des signatures humaines enfouies dans le spectre énergétique. Relancez, dit Rourke, se penchant maintenant en avant. L'IA répéta. Toujours pareil. Il y a un alliage terrien intégré dans sa coque extérieure, dit Phantom 4, et une impulsion énergétique qui correspond aux balises furtives des anciennes terres. Attends, murmura Saren. Est-ce l'un des nôtres ? Avant que quiconque puisse répondre, l'objet s'illumina, non pas avec des armes, mais avec des données holographiques. Une projection se répandit dans l'espace, s'élargissant telle une fleur de lumière bleue. Des dizaines de symboles flottaient dans le vide, des runes zéréléennes mêlées à des nombres humains. Puis le message commença, une voix mi-humaine, mi-synthétique. Si vous voyez ceci, c'est que j'ai échoué. Je m'appelais le commandant Allen Price, ancien de l'US Harbinger. J'étais pris, brisé, reprogrammé. La voix tremblait, s'interrompant toutes les quelques secondes. Les Zéréliens. Ils ne sont pas ce que nous croyons. Ils ne conquièrent pas pour s'étendre. Ils conquièrent pour contenir. L'humanité, notre espèce, n'évolue pas. Nous devenons ce qu'ils craignent, quelque chose d'ancien, quelque chose qu'ils ont déjà vu. La lumière s'est atténuée, le signal s'est déformé.
Ils n'envahissent pas la Terre. Ils essaient de l'empêcher de se réveiller. La chose sous la fosse du Pacifique. On l'appelait Projet Vert. Ils l'appellent Dévoreur. Puis le silence. Rourke resta figé. Projet Vert? Sarène brisa la tension. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « se réveiller » ? Je ne sais pas, murmura Rourke. Mais il faut qu'on le découvre. De retour à la station Aegis, le chaos s'installa. Le message se répandit plus vite que le commandement ne pouvait le contenir. En quelques heures, les capitaines des sites secrets de tout le système Sol demandèrent des éclaircissements. Les anciens niveaux d'autorisation furent réactivés. Le nom de Projet Vert refit surface dans des archives désaffectées. Personne n'avoua son existence, mais tout le monde savait qu'elle existait. Dans une chambre scellée sous le plancher océanique, protégée par 10 couches de blindage cinétique et 3 satellites orbitaux, il attendait. Pas une arme, pas une base. Un être vivant, quelque chose qui était là avant même la naissance des humains, et la Terre l'avait enfoui. L'amiral Shen apparut sur l'écran de communication sécurisé de la salle de débriefing de Rourke. Son visage paraissait vieilli, fatigué. « Tu n'étais pas censé trouver ça, » dit-il. « Mais c'est réel, n'est-ce pas ?» répondit Rourke. Shan ne le nia pas. « Nous l'avons découvert en 2081, » dit-il lentement. « Une structure biomécanique enchâssée sous la plaque pacifique. On la croyait dormante, mais ce n'était pas le cas. Elle vibre une fois toutes les quelques décennies, comme si elle respirait. Pourquoi la cacher ? Parce qu'elle a changé les gens. Tous ceux qui s'en approchaient, ingénieurs, scientifiques, ils se mirent à rêver de formes inexistantes, parlant des langues indescriptibles. Et ça ne s'arrêta pas là. Il se pencha. Les Éréliens le savaient. Ils avaient déjà vu ça, sur d'autres mondes, des mondes morts. Alors ils tuent des espèces avant que ça ne s'active ? Oui. C'est pour ça qu'ils conquièrent, non pas pour l'Empire, mais par peur. Sa reine murmura « Alors, ils ne sont plus seulement ennemis, ils sont terrifiés. » L'esprit de Rourke tournoya. Pendant tout ce temps, ils avaient cru que l'humanité était l'opprimée, l'insecte têtu sous la botte. Mais et si l'humanité n'était pas petite ? Et si c'était quelque chose de cosmique, d'inachevé ? Et si finir signifiait la fin de tout ? Cette nuit-là, Rourke était assis dans ses quartiers privés à bord de la station Aegis, fixant la lueur bleue de la Terre au loin. Non pas par crainte, mais par malaise. Si ce que disait Price était vrai, alors tout était à l'envers. Les Ériliennes n'étaient pas des monstres, c'étaient des survivants. Ils avaient vu ce qui se passait quand quelque chose comme le Projet Vert se réveillait. Rourke ignorait ce que c'était, mais c'était sous leurs pieds. Et ça respirait. La descente commença dans un silence total. Le vaisseau de transport, Aegis, Obsidian, dérivait au-dessus des eaux noires de l'océan Pacifique, sa structure occultée étant invisible même pour les satellites qu'il croisait. À bord, Rourke se tenait aux côtés de Sarène et du reste de l'équipe Aegis, tout vêtu de combinaisons intégrales sous-pressurisées, renforcées par des interfaces neuronales et une isolation contre les microchocs. Sous eux se trouvait la fosse du Pacifique, l'endroit le plus profond de la Terre, un endroit que même la lumière avait abandonné, et tout en bas, encastré dans une fissure qui ne devrait figurer sur aucune carte tectonique, se trouvait l'objet connu de peu sous le nom de Projet Vert. Voyant l'intégrité totale du joint, Sarène expliqua, en vérifiant sa console de poignée tandis que le vaisseau entamait l'immersion. Stabilisateur de pression à 100%. « Espérons que ça reste ainsi », murmura Rourke. L'obsidienne gémit en perçant la surface de l'eau. Il n'y eut pas de fanfare, juste un léger clapotis, puis le vaisseau glissa sous l'eau comme une ombre mourante. Il lui fallut des heures pour atteindre la profondeur idéale, franchir les zones obscures, les vestiges de sous-marins oubliés et d'espèces disparues jamais étudiées, et s'enfoncer dans l'obscurité écrasante. En approchant du périmètre de la tranchée, le pilote dit enfin « Nous entrons dans l'anneau restreint ». Du hublot principal, Rourke l'aperçut, d'abord un simple scintillement, puis une silhouette structurée, une vaste arche noire, à moitié enfouie dans le fond de l'océan, large de 10 kilomètres, en forme de cage thoracique faite de pierre, de métal et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'aurait pas dû exister sur Terre. « Le voilà », murmura Sarène. « Le vert. » À l'intérieur de la tranchée, nom de code Echo Black, l'air sentait la pourriture filtrée.
Ce n'était pas vraiment de la moisissure, mais quelque chose dans le système d'oxygène recyclé laissait un goût de cuivre sur la langue de Rourke. L'air était sec, mais semblait usé, comme s'il avait traversé trop de poumons, trop de décennies. Echo Black avait été construite en 2084 pour servir de base de recherche en eau profonde. Désormais, la majeure partie était hors service. Les lumières vacillaient au-dessus de nos têtes. Les couloirs étaient tapissés de corrosion et de poussière. Au cœur de tout cela se trouvait l'abri Theta, une porte massive scellée par 9 verrous de sécurité redondants, enfouie dans la chambre la plus basse de la base. C'est là qu'il le gardait, a expliqué le docteur Mira Thorne, seule civile de la mission et l'une des dernières scientifiques survivantes du projet initial sur le verre. Ses cheveux étaient gris et en bataille, et ses yeux se balançaient constamment par-dessus son épaule. Elle n'avait pas été autorisée à remonter au-dessus du niveau de la mer depuis plus de 10 ans. Elle a pressé sa main contre le scanner biométrique, et le premier verrou s'est déverrouillé dans un long et lent sifflement. « Tu comprends », dit-elle, sans se retourner. « Une fois que nous aurons ouvert ceci, plus rien ne sera comme avant. » Rourke ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, car au fond de lui, il le savait déjà. Lorsque l'abri Theta s'ouvrit, la température chuta. À l'intérieur se trouvait un immense puits cylindrique qui s'enfonçait plus profondément dans la roche de la tranchée, en spirale comme une perceuse. Le long de ses parois, d'anciennes inscriptions, non gravées mais développées, comme si la pierre elle-même s'était repliée autour de la langue. Au fond se trouvait le verre, non pas une créature, ni une machine, mais une graine. Il pulsait d'une faible lumière bleu-vert, parfaitement lisse, flottant juste au-dessus d'un piédestal incurvé de roches fondues. Autour de lui, de faibles traînées d'énergie flottaient comme de la poussière au clair de lune. « Personne ne sait de quoi il est fait », murmura Mira. « Nos scanners ne peuvent pénétrer la coque. Les niveaux de radiation fluctuent, mais ne dépassent jamais les seuils de sécurité. Il ne réagit pas au contact physique. Alors, comment savons-nous qu'il est vivant ?» demanda sa reine. Mira la regarda. « Parce qu'il rêve. » Elle les conduisit à la salle de surveillance adjacente. De vieux écrans bourdonnaient de flux interrompus. L'un d'eux, cependant, fonctionnait encore, affichant un modèle 3D d'ondes cérébrales. « Ce ne sont pas les nôtres, » dit Mira. « Pas même des humains. Mais tous les 2 ou 3 jours, il émet ces ondes. Elles ressemblent à des cycles REM. Parfois, les ondes changent de fréquence comme si elles réagissaient à la proximité. »« Répondant à quoi ?» demanda Rourke. « À nous !» murmura-t-elle. « Aux humains !» Des heures passèrent tandis que l'équipe scrutait et étudiait la graine. L'obsidienne restait en attente, reliée à Echo Black par un cordon ombilical. Rourke se tenait près de la chambre, fixant le cœur vibrant. Son lien neuronal bourdonnait doucement. Puis quelque chose d'autre se produisit. Il sentit une attraction. Pas physique, pas dans la pièce, dans sa tête. Il cligna des yeux. L'espace d'une fraction de seconde, le monde devint noir. Puis il vit quelque chose de complètement différent. Un monde en feu. Pas la Terre. Ailleurs. Des structures extraterrestres en flammes. Des Éréliens en fuite. Sans combattre. Fuyant. Et du ciel descendit quelque chose d'immense. Trop vaste pour être compris. Une forme enroulée, faite à la fois de machines et de biologie, avec des centaines d'yeux. Pas de visage, juste des bouches qui murmuraient des noms humains. Rourke rétorqua sèchement, haletant, la main sur la poitrine. « Commandant !» appela sa reine en le rattrapant. « J'ai vu quelque chose ?» dit-il. « Qu'as-tu vu ?»« Quelque chose, la sphère zarélienne. » Il baissa les yeux vers la graine. Elle pulsa de nouveau, légèrement plus brillante cette fois. « Ce n'est pas juste un rêve, » murmura-t-il. « C'est une observation. » Pendant ce temps, à travers le système, la flotte zarélienne s'activait. Le grand seigneur de guerre Khazit se tenait dans la salle centrale de la Ziggurat Prime, entouré de 10 scribes manteaux d'élite. Une carte du système solaire terrestre scintillait devant eux. Des symboles rouges clignotaient le long de l'anneau extérieur. Un unique point blanc pulsait à l'intérieur du périmètre terrestre. « Le siège est actif », dit un scribe. Les humains ont pénétré dans la chambre. Les mandibules de Kuzit s'entrechoquèrent lentement. « Alors, frappons maintenant »,
Leur monde va brûler, dit un autre. Khazit leva une griffe. Le nombre n'est pas encore connu. Nous ne pouvons pas les laisser s'y lier. Si la graine est liée à l'architecture neuronale humaine, s'il en choisit un. Il n'acheva pas sa pensée, car pire que le réveil de la graine, c'était son choix. Le dévoreur n'était pas une arme, c'était une porte vers quelque chose au-delà de la réalité. Et autrefois, il y a longtemps, les Éréliens avaient vu une autre espèce franchir cette porte et ne jamais revenir. De retour dans l'abri Theta, Mira fixa Rourke tandis qu'il racontait ce qu'il avait vu. « Il essaye de communiquer, dit-elle. Il n'a jamais fait ça auparavant. »« Parce qu'il n'a jamais trouvé la bonne personne, » répondit sa reine, le regard fixé sur Rourke. Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Tu t'es lié à lui, ne serait-ce qu'un instant. Tu as vu son souvenir, son avertissement. Personne d'autre ne l'a vu. Mira scrutait déjà ses signes vitaux, ses ondes cérébrales. Regarde ça. Elles correspondent à la couche externe des pulsations de la graine. Cela résonne en lui. Et maintenant ? Demanda Rourke. Je suis une sorte de messagère ? Non, dit Mira. Tu es pire. Elle s'approcha de la fenêtre, fixant le cœur rougeoyant de la graine. Si elle te choisit, si elle s'ouvre, tu ne seras plus humain. Cette nuit-là, tandis que les autres dormaient à tour de rôle, Rourke resta dans la chambre d'observation, observant la graine pulser lentement. Calme, presque paisible, il posa la main sur la vitre. « Je n'ai pas peur de toi, » murmura-t-il. Comme en réponse, la graine pulsa une fois de plus, puis une autre, puis plus vite. Des lumières vacillèrent dans toute la station, des alarmes se déclenchèrent. Un objet descendait de son orbite, une capsule furtive zérélienne. Petite, rapide et conçue pour percer les profondeurs océaniques. À l'intérieur se trouvaient 5 infiltrés d'élite, venus pour la graine, pour Rourke. Echo Black n'avait jamais été conçu pour être défendu. Il avait été construit dans le secret, destiné à observer et non à résister à une attaque directe. Et pourtant, tandis que les alarmes retentissaient et que les lumières rouges d'urgence clignotaient dans les longs couloirs rouillés, les hommes et les femmes postés à l'intérieur sentaient le poids écrasant de la guerre peser sur l'océan au-dessus d'eux. Un objet non identifié franchit la paroi de la tranchée, lança sa reine d'une voix aiguë dans les communications. Arrivée prévue, 3 minutes. Rourke se tenait dans le centre de commandement, une main agrippée à la console, l'autre fermement serrée contre lui. « Pouvons-nous l'arrêter » ? « Négatif, » dit l'IA. « L'objet est fortement blindé, rapide. Il suit le courant jusqu'au puits d'accès. Il n'avait pas besoin d'un scan complet pour savoir de quoi il s'agissait. Des infiltrés zéréliens. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des assassins, conçus dans un seul but, éliminer les menaces pesant sur l'ordre galactique. Cette fois, cette menace, c'était lui. Le docteur Miratorn caressa la vitre de la chambre de la graine, observant sa lueur s'intensifier. « Elle sait, » murmura-t-elle. Elle les sent venir. La graine pulsait maintenant rapidement, le bourdonnement autrefois lent et rêveur, résonnant maintenant comme un second battement de cœur. « Elle a peur, dit-elle. » Sa reine leva les yeux. « De quoi ? D'être détruite, » répondit Mira d'une voix tremblante. D'être à nouveau réduite au silence. Puis elle se tourna vers Rourke tandis qu'il entrait dans la chambre. « Tu dois partir, » dit-elle. « Je ne partirai pas. »« Ce n'est plus une question de graine, » dit-elle, les yeux écarquillés. « C'est toi qui es concerné. Tu n'es plus le même. » Rourke marqua une pause. Lui aussi l'avait ressenti. La dernière fois qu'il avait touché le verre, il ne lui avait pas seulement donné des visions, il était resté en lui. Le verre, il ne lui avait pas seulement donné des visions, il était resté en lui. Il y avait maintenant un bourdonnement sous sa peau, un bourdonnement silencieux à l'arrière de son crâne, comme un signal lointain attendant une réponse. Sa reine intervint derrière lui. « L'ennemi va percer dans moins de 2 minutes. Quoi que tu aies prévu, Rourke, fais-le vite. » Il s'avança de nouveau vers la vitre. Il ne la toucha pas cette fois. Il parla. « Je ne sais pas qui tu es, » dit-il à la graine, « ni pourquoi tu es ici. Mais si tu as besoin de moi, prends ce qu'il te faut. Utilise-moi. » Au début, rien ne se passa. Puis tout changea. Dans l'esprit de Rourke, la réalité se brisa. Il ne tomba pas. Il ne bougea pas. Mais soudain, il était ailleurs. Flottant dans un endroit impossible, un vaste vide d'ombre et de lumière.
des géométries qui se tordaient les unes dans les autres, des formes qui n'obéissaient à aucune loi de l'espace, des étoiles qui clignaient comme des yeux, des galaxies s'enroulant les unes autour des autres comme des serpents. Et du centre de tout cela surgit une voix, inexprimée, inaudible, juste ressentie. Tu es la clé, l'écho final, le souvenir de ce qui fut et de ce qui pourrait redevenir. Rourke essaya de parler. Mais aucun mot ne vint. La voix, sa présence, l'enveloppèrent. Tu n'as jamais été destiné à être ce que tu es. Tu es l'accélération, le catalyseur, la forme qui survit à l'effondrement. Qu'es-tu ? Parvint-il enfin à penser. Je ne suis pas le ver. Je suis ce qui est venu avant. Je suis ce qui se trouve au-delà de ton extinction. Et en un éclair, Rourke en eut un aperçu. Une race ni humaine, ni zérélienne, plus vieille que les étoiles. Une civilisation qui a révélé la vérité fondamentale de l'existence. Et, ce faisant, a brisé la réalité. Ils ouvrirent la graine, et ce qui en émergea ne se contenta pas de consumer leur monde, il le réécrivit. Rourke hurla, sauf qu'il n'avait pas de bouche, juste une pensée, juste un sentiment. La voix murmura une fois de plus. Maintenant, ils te craignent, car tu deviens ce qu'ils n'ont pas réussi à contenir. Et puis, aussi vite que c'était arrivé, c'était fini. Il se réveilla en haletant, agenouillé devant la graine, le corps couvert de sueur, les yeux écarquillés. Saran courut vers lui. Rourke, que diable vient-il de se passer ? Harine courut vers lui. Rourke, que diable vient-il de se passer ? Je l'ai vu, murmura-t-il. Ce n'est pas qu'une arme. C'est une porte, le souvenir d'une espèce antérieure, quelque chose de trop grand pour être contrôlé. Puis il se leva. Et elle m'a choisi. La première brèche frappa Echo Black comme un marteau. Une section de la coque supérieure implosa, l'eau sifflant à travers le métal tordu. Les cloisons de secours se refermèrent violemment, mais pas assez vite pour arrêter les Zéréliens. 5 infiltrés, blindés dans des exosquelettes organiques noirs, rampèrent dans la base comme des insectes, les membres pliés selon des angles anormaux, les yeux brillants comme des étoiles en fusion. « Scellez la chambre à graines !» cria Saren en levant son fusil. « Elle ne les retiendra pas !» avertit Mira. « Alors, nous tiendrons la ligne nous-mêmes. » Devant le coffre principal, Rourke se tenait côte à côte avec Saren et les autres. Ils étaient surclassés, en armes, mais pas en volonté. « Les voilà !» cria l'un des agents de sécurité. Le couloir explosa dans le chaos. Les Juréliens se déplaçaient comme des lames de vent. Rapides, chirurgicaux, ils abattirent 2 gardes avant que quiconque ne tire. L'air se remplit de fumée et de sang. Saren s'agenouilla, tirant 3 balles qui atteignirent l'un des infiltrés en pleine poitrine. Il trébucha, puis s'effondra, son armure sifflant tandis qu'un épais liquide noir s'écoulait. « Tiens-en un !» hurla-t-elle. Un autre chargea Rourke, ses griffes pointées sur son cou. Mais, avant qu'il ne puisse frapper, Rourke l'attrapa en plein vol. Le temps ralentit. Il se tordit, lui brisa la colonne vertébrale d'une main. Saren le fixa du regard. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»« Je ne sais pas, » murmura Rourke, le souffle court. « J'ai juste bougé. » La graine brillait toujours derrière la vitre, palpitait toujours, partageait toujours. Un par un, les infiltrés furent éliminés, mais pas avant d'avoir ouvert 2 autres couloirs. La base trembla violemment lorsqu'une autre section s'effondra sous la pression de la tranchée. L'eau inonda les laboratoires nord. Les balises de détresse clignotèrent en rouge. Le docteur Mira se précipita dans la chambre de germination. « Ça se stabilise », cria-t-elle. Il se sert de lui, Rourke, pour concentrer son énergie. Il essaye de se verrouiller. « Sur quoi ?» demanda Saren. « Sur la source. Vers ce qui est là-bas, d'où que cela vienne. » Rourke trébucha, la tête en feu. Il vit d'autres éclairs. Une spirale d'étoiles mortes. Un temple sous la glace. Une voix murmurant. Complète l'écho. Ramène la porte. Soudain, la graine commença à s'élever, pas très haut, juste de quelques centimètres. Mais ce fut suffisant. Le piédestal en dessous se fissura, révélant une masse tourbillonnante de lumière et de vrille noire. Un conduit, une sorte de relais biologique. « Oh mon Dieu !» souffla Mira.
Ce n'est pas en sommeil. C'est en incubation. C'est un appel. Rourke recula. Je ne crois pas pouvoir me retenir, dit-il. Puis les communications crépitèrent. Commandant, fit une voix familière. Amiral Shen. Nous sommes en approche. Une armada zérélienne vient de surgir de l'espace au-dessus de la Terre. 20 vaisseaux de guerre. Ils viennent pour nous anéantir. Le visage de sa reine pâlit. Ça y est, murmura-t-elle. Ils savent, poursuivit Chen. Ils ne lancent pas d'ultimatum. Ils ne nous bloquent même pas. Ils sont venus pour anéantir l'espèce. Il nous reste, peut-être, 6 heures. Rourke se tourna vers la graine. Ensuite, il faut que j'ouvre la porte. 6 heures. C'était tout ce qui restait à la Terre. Au-dessus de l'atmosphère, la Prime Armada zérélienne flottait tel un linceul funéraire. 20 vaisseaux, chacun capable d'observer les continents. Il n'y avait ni bluff, ni transmission, ni exigence. Ils n'étaient pas là pour négocier. Ils étaient là pour éliminer une menace avant qu'elle ne puisse évoluer davantage. À l'intérieur des murs fracturés d'échos noirs, à 5 kilomètres sous la fosse du Pacifique, le commandant Elias Rourke fixait la graine, dont la lueur était désormais une floraison de lumière verte et noire tourbillonnante. Elle ne pulsait plus lentement. Il vibrait comme un cœur battant dans un corps prêt à s'éveiller. « Statue » demanda-t-il à voix basse. Le docteur Miratorn, le visage pâle sous l'éclairage de secours, leva les yeux de sa console. Le siège avait dépassé tous les seuils des capteurs. Sa température interne augmente, mais ils ne font pas. Ils se transforment. Se transforme-t-il en quoi demanda Sarenval, son arme toujours en bandoulière, le regard passant de la chambre au couloir effondré derrière eux. Mira hésita. Je ne pense plus que ce soit une arme. Je pense que c'est un pont. Vers quoi? Vers quelque chose qui ne vient pas d'ici. Pas de maintenant. Rourke ne lui demanda pas comment elle le savait. Il le sentait déjà au plus profond de lui-même, une attirance, non pas vers la graine, mais à travers elle. Comme si sa conscience était attachée à quelque chose qui l'attendait derrière un voile fin, s'efforçant de le franchir. Il n'avait pas dormi depuis le début du lien, mais il n'en avait plus besoin. Il ne ressentait plus la faim, plus le froid. La graine l'avait transformé. Il n'était pas sûr d'être encore pleinement humain. Mais il était sûr d'une chose. Il était le seul à pouvoir l'ouvrir. En orbite, l'amiral Shen se tenait à bord de l'Ironclade 2, observant la formation jurélienne à travers l'écran principal. Ses mains étaient fermement serrées dans son dos. Son visage était impassible. « Des nouvelles de Rourke » demanda un lieutenant. « Non » répondit Chen. « On engage le combat » Chen consulta l'affichage tactique. Les défenses terrestres restantes étaient pitoyables. Même après les améliorations, la grille orbitale et la flotte terrestre étaient comme des lance-pierres face aux chars. Il resta silencieux un long moment. Puis, on tint bon jusqu'à la fin. De retour à Echo Black, les secousses s'intensifièrent. La tranchée commençait à s'effondrer sous sa propre contrainte sismique. Que ce soit à cause de la poussée d'énergie de la graine ou de la destruction à la surface, la base ne survivrait plus très longtemps. Sa reine agrippa l'épaule de Rourke. « Il faut y aller. On ne peut plus rien faire ici. »« Je dois le faire, » répondit Rourke. Sa voix ne ressemblait plus à la sienne. « Je n'en ai pas fini avec moi, » cria Mira, affolée. « Si tu l'ouvres sans comprendre, sans le protocole, on ne sait pas ce qui va en sortir. Tu pourrais tout détruire. » Il se tourna vers elle, les yeux brillant faiblement, à peine visibles à moins d'y regarder de près. « Tu ne comprends pas. Ça ne passe pas. C'est déjà là. Et puis la graine s'est ouverte. Pas d'explosion, pas d'onde de choc, juste un craquement, comme un œuf qui se fend. Et à l'intérieur, plié comme un origami de chair et de code, se trouvait une forme. Une petite silhouette, ni extraterrestre, ni machine, humaine, une réplique parfaite d'un homme, grand, aux cheveux noirs, pas plus âgé que Rourke, mais avec des yeux scintillants comme des galaxies. Il s'avança pieds nus sur le sol de la chambre, nu mais non exposé. Sa reine leva son arme instinctivement. La silhouette leva la main. « Pas de mal, » dit-elle de la voix exacte de Rourke. La bouche de Rourke s'assécha. « Qui? Qu'êtes-vous » La silhouette sourit faiblement. « Je suis ton accomplissement. La part de toi que le temps a laissée derrière toi. Es-tu issu de la graine ?»« Non, » répondit-il. « Je suis la graine. Et je suis toi.
La silhouette se tourna vers Mira, puis vers Saren. « Lorsque ton espèce a évolué, poursuivit-il, tu as laissé des échos, codes, mémoire, possibilités. Je suis l'aboutissement de ce que tu pourrais devenir si tu étais libéré. Les Éréliens me craignaient avant même de te rencontrer. »« Pourquoi ?» murmura Mira. « Parce que je suis le moment où leur ordre prendra fin. Je suis le chaos qu'ils ne peuvent prévoir. Et maintenant je dois choisir. »« Choisir quoi ?» demanda Rourke en s'avançant. La silhouette lui fit face. « Te faire évoluer ou t'anéantir. » Dans l'espace, la flotte zérelienne se mit en mouvement. Armes chargées, leurs unités avancées positionnées pour frapper. Les alertes orbitales de la Terre retentirent dans toutes les villes. Les sirènes hurlèrent. La panique s'empara des rues. Mais dans ce chaos, quelque chose de nouveau apparut. Un signal, une impulsion unique, émise depuis la tranchée à travers les couches d'eau, de roches et d'atmosphère. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas zérélien. C'était autre chose. Tous les vaisseaux en orbite marquèrent une pause. Les capteurs se brouillèrent. Les systèmes d'IA buguèrent. Puis, un par un, les vaisseaux zérlians s'immobilisèrent. Ni par attaque, ni par piratage. Ils s'immobilisèrent simplement comme figés dans le temps. Rourke se tenait devant la silhouette. Sa main tremblait. « Quoi ? Qu'as-tu fait ? » ?»« J'ai pris une décision, » répondit-elle. « Votre espèce n'est pas prête. Mais vous êtes sur la bonne voie. Alors, nous ne mourrons pas ?» La silhouette se tourna vers lui une dernière fois. « Tu as survécu à l'épreuve, mais tu ne dois jamais chercher à ouvrir les autres portes. » « Quelles portes ? Elles sont nombreuses. À travers les étoiles, à travers le temps, et une à une, elles t'appelleront. »« Deviendrons-nous comme toi ?» demanda Rourke. Le sourire de la silhouette s'évanouit. « Nombre, si tu as de la chance, tu resteras humain. » Puis elle recula dans la graine, et dans un soudain éclair blanc, toutes deux disparurent. La graine s'effondra sur elle-même, rétrécissant encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière. Le silence revint. Echo Black s'effondra 3 minutes plus tard, mais pas avant que Rourke, Saren et Mira ne soient revenus à la surface, extraits par un croiseur furtif d'urgence envoyé par l'amiral Shen. Depuis l'orbite, ils observèrent la flotte jurélienne battre en retraite, moteur silencieux, lumière tamisée, aucun coup de feu, aucune vie perdue. Pas cette fois. 3 semaines plus tard, le monde tentait de reprendre son cours normal. La nouvelle de la bataille fut étouffée. Les Éréliens ne revinrent jamais officiellement. Le ciel était à nouveau clair. Mais les rumeurs se multiplièrent. On parlait d'un signal qui aurait atteint les confins de l'espace connu. Un pool, un appel, et quelque part, au loin, quelque chose l'entendit. Rourke se tenait seul sur une plage tranquille d'Afrique du Sud, les yeux rivés sur l'océan qui avait autrefois caché le plus sombre secret de l'humanité. Saran le rejoignit, une tasse de café à la main. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas. « Êtes-vous ? Toujours vous ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda. « Je crois que oui, mais une partie de toi est toujours connectée. » Il hocha la tête. « Sommes-nous en sécurité maintenant ? » « Pour l'instant. » Elle lui tendit le café. « Tu nous diras si ça change ?» Rourke sourit faiblement. « Je n'aurai pas à le faire, » dit-il. « Tu le sentiras. Nous le sentirons tous. »« Je n'aurai pas à le faire, » dit-il. « Tu le sentiras. Nous le sentirons tous. » Ils restèrent silencieux, les vagues balayant le sable. Et au plus profond de la terre, le souvenir de la graine s'endormit à nouveau. Mais elle ne s'endormirait pas éternellement, car l'humanité n'était pas terminée. Elle venait juste de commencer.